Bonjour, je suis Mathieu Lacambre, psychiatre au CHU de Montpellier et ancien sportif. Enfin, ancien d'avant quand j'étais plus jeune, avec des sports comme tout le monde, c'est-à-dire un peu de judo, un peu de gym, un peu de course, un peu des trucs bizarres. Et puis après, plus grand, des sports de combat. Je ne sais pas pourquoi, mais ce qui permet quand même peut-être de sublimer de temps en temps une forme d'agressivité. Bonjour, je m'appelle Cyril Manzanera, je suis aussi un ancien sportif et toujours sportif, on va dire, d'une certaine façon. Je peux le confirmer par le nombre de blessures, y compris un genou complètement abîmé, détruit, grâce au sport et à l'idée dans le sport de se dépasser ses limites. Moi j'ai fait du sport en groupe, j'ai fait du foot, j'ai fait un peu de rugby, des sports aussi individuels, des arts martiaux, pas mal de courses. Voilà. Donc on va essayer de vous présenter on va faire un petit combat, tu as fait des sports de combat, moi aussi, donc du coup, moi j'aimerais bien qu'on discute, parce que là on entend beaucoup parler des violences sexuelles, des choses comme ça, alors moi j'ai quand même un certain nombre de décennies de pratiques sportives, y compris dans la famille, c'est des valeurs importantes. Pour moi, le sport, d'ailleurs j'ai des enfants, et vraiment je les amène à pratiquer, je pense que c'est indispensable. Pour moi, effectivement, je pense qu'on est un peu de l'ordre du mythe, des violences sexuelles, effectivement, je travaille au CRIABS, on connaît bien, en tout cas on travaille sur cette clinique, etc. Et j'ai tendance un peu à penser que c'est peut-être un peu exagéré de dire qu'il y a un peu l'ordre du mythe, de dire qu'il y a plus de violences sexuelles dans le sport que dans d'autres contextes comme ça, un petit peu particuliers. Alors on va reprendre les choses point par point pour pouvoir justement établir une stratégie cohérente, Okay. À la fois d'abord sur des constats, éventuellement réels, proches de la réalité, et puis sur quelques notions qui ont été explorées de manière de plus en plus précise depuis une trentaine d'années très progressivement. Et aujourd'hui on a des données solides qui viennent quand même peut-être étayer ou déconstruire la théorie du mythe. Parce que là maintenant, pour commencer cette journée, violence sexuelle dans le sport, mythe. réalité. Moi j'ai un peu mon avis, on va voir si tu arrives à me convaincre ou si j'arrive à te convaincre, parce qu'on a en tout cas une base commune, on a fait du sport, on aime le sport en pratique, donc on va voir. Ok. C'est toi qui engage, c'est moi qui engage ? Allez, j'engage. Je commence. Alors, moi j'ai regardé un petit peu, puis je pense que le sport, quand même, déjà la base du sport, quel que soit l'âge, c'est que c'est bon pour la santé. Donc on a fait, de temps en temps, j'ai fait un petit aller-retour parce que ma mémoire commence à être un peu défaillante, je fais quelques diapos, mais pour moi le sport, je reprenais un petit peu ce que disait l'OMS, alors il ne parle pas que du sport, il parle de l'activité physique au sens large, mais il inclut bien évidemment le sport et la pratique du sport y compris en groupe. Et donc moi je reprends un peu ces valeurs que je trouve tout à fait d'actualité et toujours présentes dans le sport. C'est la prévention d'un certain nombre de maladies, d'un certain nombre de difficultés, que ce soit les maladies chroniques. On a trouvé des choses, il y a plein d'articles hyper intéressants dans les données scientifiques, dans les revues scientifiques. Et puis il y a un petit encart spécifique pour les enfants en particulier, parce que je pense qu'effectivement le sport ça s'apprend tôt et ça permet de développer ses qualités durablement. Et donc ils conseillent de pratiquer au moins 60 minutes de sport par jour pour les enfants. Alors ça on va dire que c'est le sport, le jeu, tout ça, mais ça va plus loin, ils encouragent, et je suis assez favorable à ça, au moins 3 fois du sport à allure soutenue. Alors qui dit sport à allure soutenue, effectivement ça veut dire sport en groupe, sport comment ça s'appelle, avec un coach, avec un entraîneur, sport un peu plus spécifique, et ça, là, tu vois, même l'OMS valide ça, et je pense que, à mon avis, c'est des choses qui sont toujours valables, et qui peut-être mettre un petit peu à distance cette idée de violence, tu vois, en tout cas de violence sexuelle. Alors l'OMS c'est bien, mais régulièrement il se trompe un petit peu, les 12 derniers mois viennent de nous le démontrer, et le comité international olympique permanent, donc c'est vraiment l'instance supranationale, internationale qui édicte les règles, la loi dans le sport, a proposé en 2016 une conférence de consensus pour lutter contre la discrimination, le harcèlement et les violences en particulier à caractère sexuel. Le CIO qui venait rappeler, donc c'est pas l'OMS, qui venait rappeler que finalement, le sport, c'était le bouleversement des normes. C'est-à-dire que dans la société, on considère que la violence, l'agressivité, la combativité, c'est pas une norme sociale à valoriser. Dans le sport, contrairement à l'inverse, c'est là où on va pouvoir franchir les limites. C'est pas seulement le dépassement de soi, c'est le dépassement de la limite. Avec certains sports même qui valorisent la violence. Alors je t'ai parlé des sports de combat, parce que théoriquement il y a un ring, il y a une règle. Mais il y a plein de sports collectifs qui valorisent le contact et le contact physique. Avec une forme de déplacement aussi sur la question de l'autorité parentale et de la place de l'adulte, où les parents confient au coach, à l'entraîneur, leur enfant. Avec un déplacement qui, sur le plan là aussi imaginaire, réel et parfois symbolique, va favoriser une forme de proximité
et de déplacement, voire de confusion. Ensuite, il y a cette confiance aveugle, avec une espèce d'idéalisation alors du coach par l'enfant, mais aussi par le parent. Et ça participe de cette délégation de tâches, finalement, et de favoriser ensuite une forme d'accès à l'intimité avec un contact physique, non seulement autorisé, mais valorisé. Le coach, il entre en relation, pas seulement sur le plan psychique et verbal, mais sur le plan physique avec l'enfant qu'il entraîne. C'est pas autorisé, c'est nécessaire. Et donc du coup, c'est la porte ouverte à un petit peu n'importe quoi. C'est la raison pour laquelle je me propose de passer sur le côté pour pouvoir me rapprocher de quelque chose qui participe finalement de la fabrique, de la répétition et de l'entretien de ces violences sexuelles, ciblées d'abord sur les filles, d'accord, mais aussi sur les garçons, avec des populations qui sont plus à risque, en particulier dans le cas de cette description du CIO, les personnes en minorité, alors ethnique, culturelle, raciale, soit, mais toutes les personnes LGBT, avec des phénomènes de harcèlement au sein des clubs sportifs, avec des personnes en situation de handicap. Alors là aussi, on sait qu'à l'école c'est compliqué, mais dans les clubs sportifs c'est juste impossible. Donc du coup, l'idée là, de l'inclusion, l'école de la vie, je sais pas quoi, ça marche pas tout à fait. Ouais, mais ce que tu dis, ce sont peut-être, tu décris, alors je ne remets pas en cause ce que tu dis, tu parles du comité olympique, etc., mais c'est peut-être des niches. Moi j'ai fait du sport en groupe, je te dis, donc du foot, du hand, aussi, un peu de hand d'ailleurs, du rugby. J'avoue qu'après, c'est mon cas, je ne vais pas dire, mais j'ai pas trop entendu de choses comme ça, peut-être des on dit, mais bon. Bon, on va en discuter ça, je reconnais l'argument, mais quand même. D'accord, tu viens ici, et moi je pense qu'on peut repartir vers ici, avec une chose, c'est que quand même, le sport, que tu m'enlèves ou non, même si j'entends qu'il y a des choses, donc tu as des données, d'accord, mais le sport, ça reste quelque chose de fondamental pour l'enfant, pour l'aider à grandir et à bien grandir. Je trouve qu'on est vraiment dans quelque chose là, que l'école ne peut pas apporter non plus de son propre, elle apporte autre chose, les parents ne sont pas toujours non plus disponibles, tu l'as dit. Après, c'est vrai que peut-être effectivement la place du parent elle est importante dans cet accompagnement de l'enfant dans l'activité sportive, c'est ce que tu sembles souligner, mais grosso modo c'est quand même dans l'ensemble ce qui se passe. Et juste pour en revenir sur le fait que ce soit bon pour grandir, je te rappelle le Vidal, on est médecins tous les deux, c'est pour nous quand même une source importante en termes de référence et de référentiel. Je fais d'ailleurs une petite parenthèse, une toute petite digression, je voulais simplement préciser, puisque l'OMS a fait quelques erreurs en ce qui concerne certaines campagnes virales ces 12 derniers mois, que si nous n'avons pas le masque, c'est que nous sommes tous deux vaccinés, donc on fait confiance au vaccin et on espère qu'on n'a pas tort. Donc je reviens juste sur ça, comme je fais confiance effectivement au sport et aux entraîneurs. Les bienfaits du sport, je reviens sur cette idée des bienfaits du sport pour l'enfant, ça tu ne l'enlèveras pas, c'est que c'est effectivement une école sociale, c'est une forme d'école de la vie, je trouve qu'effectivement on va y retrouver ces interactions, quelles que soient les origines culturelles, quelles que soient, je dirais presque les qualités physiques, où l'enfant va pouvoir s'épanouir. Il va apprendre aussi à se dépasser, tu en as parlé, mais il va aussi apprendre à aller chercher un peu ses limites, ce qu'il croit être ses limites, aller un petit peu plus loin. Il va apprendre aussi à faire confiance aux autres, à faire confiance aussi à un adulte qui ne soit pas forcément un parent, mais qui est là pour l'entraîner, pour l'aider à s'élever un peu dans son activité, mais aussi avec un rayonnement très positif sur ce qu'il peut y avoir autour de lui, que ce soit l'école, que ce soit la confiance en soi. Et puis dernier élément, je trouve que c'est très intéressant parce que ça va vraiment amener à développer des relations, c'est l'histoire de la passe au copain qui est démarqué, ça va aider à développer des relations et à sortir aussi d'une certaine individualité. Effectivement, quand tu vas à l'école, etc., tu as tes résultats, tu as ta note, là tu vas devoir compter sur un collectif. Et ça, je pense que ça fait aussi partie des grandes valeurs, des grands apports, à mon avis, du sport. C'est l'illusion du collectif, c'est le collectif qui participe du harcèlement. Et aujourd'hui, le cyberharcèlement, y compris dans le sport, et le cyberharcèlement sexuel, y compris dans le sport, avec une gradation dans le haut niveau. Une revue de littérature publiée en 2016 dans la revue Child and Sexual Abuse a essayé de refaire le point sur l'ensemble des publications solides. Avec à peu près 200 publications, à la fin, ils en sortent 7. Et que des publications qui ont été rédigées, des études qui ont été réalisées dans le nord de l'Europe. C'est étonnant, il n'y a rien du tout en France, il n'y a rien dans le sud de l'Europe. Bon, il n'y a pas de problème, bien évidemment. Cette revue de littérature, qu'est-ce qu'elle nous dit? D'abord, en introduction, une première étude rétrospective solide, réalisée sur un échantillon de 6000 personnes âgées de 18 à 22 ans, quel que soit le sexe, qui ont toutes pratiqué le sport de manière régulière pendant leur enfance. 29% de victimes de violences sexuelles. 29%. Donc une personne sur 3 qui a pratiqué le sport en club, enfant, a subi des violences sexuelles. Donc l'école de la vie, la solidarité, mon œil. Ce que nous dit aussi cette revue de littérature, de manière très très solide, c'est que l'incidence et la prévalence est majeure, avec des doutes sur les pays qui ne publient pas et les organisations qui ne vont pas chercher cette question des violences sexuelles. Les filles, toujours un peu plus que les garçons,
les coachs sont les premiers agresseurs sexuels. Mais pas que. Les premières études montraient que dans 99% des cas, c'était le coach, celle publiée il y a 30 ans. Et aujourd'hui, on s'aperçoit en fait que les autres athlètes participent aussi de ce phénomène. Alors, au tout début, entre enfants, et puis ensuite, c'est le coach qui reprend la main, surtout si l'enfant va essayer de grader et de monter dans la compétition vers le haut niveau. Et puis ensuite, ce sont de nouveau les autres athlètes. Et donc, du coup, il y a quelque chose de dynamique qui se met en place autour de la question des violences sexuelles, avec, au-delà du phénomène de bizutage qui est bien connu dans certains sports, des relations un peu particulières et viriles, une compétition, et pas seulement une émulation entre athlètes, et avec des scénarios à connotation sexuelle, éventuellement le recours à certains produits, des situations de voyage, où on est loin de ses repères, des situations d'isolement, ce qui participe au scénario qu'on connaît bien dans les violences sexuelles, du grooming, où en fait l'agresseur va d'abord repérer un enfant, qui est une victime idéale, donc il la cible, et puis ensuite il va construire une relation de confiance, et puis ensuite il va l'isoler du reste du groupe en lui faisant des promesses, tu vas aller en compétition, je vais t'emmener, tu vas ramener des médailles, etc. Confiance qui se déplace aussi très souvent dans une forme de transaction très perverse avec les parents qui délèguent au coach, et puis finalement le coach, quatrième étape du grooming, va commencer à initier sexuellement l'enfant. Et donc du coup, l'école de la vie, c'est plutôt l'école des violences sexuelles, et la revue de littérature propose une dizaine de repères qui doivent à la fois alerter notre attention, mais aussi favoriser des études plus précises pour avoir des données solides autour d'un chiffre noir qui doit être énorme. D'accord. Donc, moi sur le bizutage, je te rejoins pas parce que je pense que le bizutage aussi, ça participe du collectif. Et puis l'idée, c'est aussi de sceller un peu le groupe. Après, ce que tu me dis, effectivement, c'est quand même 30%, 1 sur 3. Donc, ouais, là, parce que si je fais le calcul au foot, on est une quinzaine à peu près, etc. 1 sur 3, ça fait une réflexion, ça commence et à... les victimes ne sont pas que les rouges. Et donc, du coup, on peut venir ici en contre et en opposition. Je vais regarder un peu ce que dit la presse, parce que je sais qu'il y a eu des petites choses, je vais regarder un peu là. En France, qu'est-ce qu'il dit? Attends, 20 minutes, c'est quand ça? Ouais, il y a des trucs qui sortent facilement, on est en 2020, août. Ah ouais, violence sexuelle dans le patinage, 21 entraîneurs mis en cause par le ministère des Sports. Ah oui, quand même. Parmi ces 21 entraîneurs, 12 seraient mis en cause pour des faits de harcèlement ou d'agression sexuelle. D'accord. Okay. C'est un peu ce que j'étais en train de dire. Après, c'est une date, 2018. Après, bon, il y a aussi on a quand même toute une prise de conscience aussi sur les violences sexuelles. Les créateurs ont beaucoup travaillé sur ça. Peut-être qu'aussi il y a quelque chose autour de ça qui s'est peut-être joué. Ah oui, ils ont mis aussi en place une ligne. Ah oui, 445 personnes ont été mises en cause ce jour via des signalements remontés. D'accord, pour des faits de violences sexuelles. Ok. En France. En France. Ah, c'est beaucoup. Ah oui, ce que tu dis, 63% des cas concernent des mineurs selon notre ministre de la Justice. Ah ouais, d'accord. Ok. Bon, effectivement, peut-être qu'effectivement, en termes de prévention, de vigilance, il y a peut-être des choses à voir. Parce que effectivement, je maintiens que c'est une école de la vie, que c'est des choses importantes. Encore, non seulement j'ai de bons souvenirs, mais je bénéficie encore de tout ça. Une super santé, pas de problème cardiaque, rien, bientôt 65 ans. Donc je pense que c'est quand même dommage là, que ce soit peut-être un peu entaché de tout ça. Après, effectivement, il y a peut-être tout ça, mais moi je trouve que quand même le sport, d'accord, il y a ça qui va entacher, mais il ne faut pas oublier quand même que le sport, au-delà de tout ça, c'est vraiment cette école de la vie. Et pour moi, quand même, alors c'est vrai qu'il y a peut-être des artefacts que tu dis, des choses, je ne remets pas en cause, je comprends que ce soit ici, mais quand même l'athlète, lui quand même, c'est le modèle, tu vois. Et là, je pense que dans ton truc, là, ce risque, c'est de penser que finalement, tout ça, athlète, sport, c'est pas terrible. Je pense que l'athlète, lui, par contre, c'est celui qui arrive à dépasser un petit peu tout ça, qui se protège, et lui, tu vois, il va directement au but, parce que lui, c'est vraiment le modèle pour les enfants. Je pense que l'athlète, c'est celui qui a réussi un petit peu à se blinder un petit peu de tout ça, et qui peut-être a eu un accompagnement différent, j'en sais rien, mais qui lui va au but. Et d'ailleurs, je vais un peu plus loin, et toujours sur les bienfaits, l'athlète, je pense qu'il a bénéficié du sport parce que tu as un bien-être psychologique avec le sport. Mais on sait très bien, on a des études, même sur la dépression, etc., après sur posteriori et plus long terme, on sait que c'est très bien sur le plan cognitif, c'est très bien sur la gestuelle, c'est très bien au niveau de l'anxiété, de la gestion des émotions. On sait très bien que les sportifs sont habitués, notamment ceux qui font des compétitions, ils doivent gérer leurs émotions, sinon effectivement c'est fichu. Dans les sports de combat, tu le sais aussi bien que moi, si tu commences à te laisser guider par les émotions, un bon tacticien en face de toi, tu as perdu, c'est terminé. Donc quand même, on va voir peut-être du côté des sportifs de haut niveau, avec quelque chose qui va, à mon avis, permettre malgré tout de dépasser ça et de pouvoir arriver à bénéficier de toute cette école de la vie, à mon avis. Et puis l'UNESCO, il avait rappelé ses valeurs, je répète un peu, mais l'équité, l'égalité, l'inclusion, tu vois, un peu l'inverse de ce que tu dis finalement. Parce que là tu me parles de traumatisme, de violence,
Ouais, c'est d'accord, ok, je ne remets pas en cause, tu as des chiffres. Mais quand même, je pense que si des organismes aussi importants que l'UNESCO, tu vois, des choses qui sont quand même solides, mettent en avant toutes ces valeurs, c'est qu'elles sont quand même bien existantes. Et à mon avis, je pense que je reste quand même au-dessus dans l'idée que les valeurs du sport sont prépondérantes, peut-être par rapport à ça, dont il faut tenir compte. Je comprends très bien, qui peut-être, effectivement, 30%. Alors, là, malheureusement, ces éléments de réalité qui viennent quand même dans les chiffres et dans ce que tu évoquais, nous rappeler qu'en France aussi c'est un problème, que tu viens remasquer avec cette espèce de drap un peu idéalisé autour des valeurs qui ne sont pas celles du sport, qui sont aussi les valeurs de la République, les valeurs de la famille, les valeurs... Il n'y a rien de spécifique là-dedans, d'autant plus que je le redis, le sport c'est l'inversion des valeurs. Si tout était aussi bien que ce que tu le racontes, la société américaine de médecine du sport l'année dernière a publié un state position, c'est-à-dire une prise de position qui est un acte politique fort, qui vient rappeler que les violences sexuelles sont un problème. Premier élément, c'est la société de médecine du sport. Et c'est dans l'intérêt des sportifs en plus qu'ils le rappellent. Ils ont mis en place un process d'évaluation, d'abord et de dépistage de l'ensemble des victimes de violences, en particulier à caractère sexuel, mais aussi dépistage des coachs qui seraient problématiques et dépistage des organisations. C'est-à-dire qu'on peut penser la prévention primaire pour éviter qu'il y ait des violences qui émergent. La prévention secondaire, c'est éviter qu'éventuellement ça se répète. Tertiaire, c'est qu'il y ait des conséquences majeures sur la santé des athlètes, parce qu'effectivement, ils ne peuvent plus performer. Et c'est même dans l'intérêt des athlètes. Et on l'a dit en introduction, plus il y a du haut niveau, plus il y a du risque de violence et de harcèlement et de violence sexuelle. Et donc, dans l'intérêt de l'athlète, il s'agit de prévenir au niveau primaire, secondaire et tertiaire, et même quaternaire, c'est-à-dire dans l'organisation des fédérations, des clubs et de l'élite. Parce que, effectivement, on a des critères qui sont identifiés. Ils ont rédigé une espèce de feuille de route avec d'abord 3 colonnes concernant la victime potentielle, les facteurs de risque de la victime. Quels sont-ils? Le sexe féminin, comme d'habitude, le fait que ça soit un enfant. La taille physique aussi de l'enfant, petite taille, petit gabarit. La confiance dans le coach. Donc c'est un facteur de risque, la confiance dans le coach, alors qu'on pourrait penser que c'est une valeur qu'on doit partager dans le sport. C'est un modèle. Théoriquement, l'isolement par rapport aux parents. Plus on va créer des centres d'élite et isoler un enfant de sa situation, de son système familial qui le protège théoriquement, et plus il est en danger. Du côté du coach, c'est des gens qui sont très très compétents. Le fait qu'un coach soit très très compétent, c'est un facteur de risque finalement de violence et d'emprise de la violence sexuelle. Le fait que le coach soit d'un grand gabarit, un grand costaud avec un tout petit enfant, ça participe des facteurs de risque de violence, en particulier à caractère sexuel. La réputation, l'emprise, la question de la renommée. Plus on est face à quelqu'un de renommé, plus ça va enfermer la petite victime dans le silence. Et donc tout ça sont des facteurs de risque, le sexe masculin bien évidemment et l'âge, l'expérience, le niveau d'expérience. C'est des critères qu'on retrouve dans d'autres systèmes, dans d'autres organisations, mais qui participent ici à l'identification de facteurs de risque. Et puis ensuite, ce sont des organisations. À chaque fois que l'organisation sportive isole l'enfant, éloigne les parents, à chaque fois que l'organisation sportive n'a pas un code éthique qui est clair, transparent, établi et partagé, et à chaque fois que l'organisation sportive n'a pas contractualisé avec les parents. Et donc aujourd'hui, de plus en plus, dans le cadre de cette prévention quaternaire, de l'organisation des dispositifs, on va contractualiser ce déplacement de l'autorité, de la confiance. C'est pas un blanc-seing, c'est pas une confiance aveugle dans le club, dans la fédération. C'est un lien particulier qu'on doit maintenir entre les parents et l'enfant pour garantir sa sécurité psychique. Et à chaque fois que ce lien n'est pas garanti, ça participe finalement des risques de violence dans le milieu sportif. Donc non, c'est pas comme dehors, c'est très différent avec cette inversion du référentiel, avec un isolement, avec des valeurs idéalisées autour de la performance et de la transgression finalement des limites physiques et psychiques, dans une relation particulière et privilégiée avec un coach qui vient ramasser la mise éventuellement dans cette délégation finalement d'autorité et de confiance qui serait trahie, une forme de nouvelle escroquerie finalement qu'on connaît très bien dans les violences sexuelles. Ouais, je regarde un peu ça, je peux voir. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans la presse Ah oui, c'est vrai, il y avait l'histoire d'Assar aux États-Unis. C'est vrai que tu as raison. C'est exactement ce que tu décris. Un coach, enfin là, c'est pas tout à fait un coach. Il est coach, il est ostéopathe, il est médecin, il est un peu tout, etc. Il est tout puissant. Il a en plus une autorisation à aller vers le corps, ostéopathe, il touche. Il a l'autorisation. Là, ça commence à être risqué pour moi. Là, effectivement, oui, les petites filles ne restent pas des petites filles toute leur vie. Je le disais un petit peu là au niveau de l'article dans Le Monde, le calvaire qu'elles ont vécu. Et avec ce que tu dis aussi, personne n'a rien fait parce que personne n'a cru.
C'est vrai que tu as raison. C'est vrai que c'est un peu le piège. Enfin, j'aurais essayé de bloquer, tu vas revenir pour essayer de bloquer, mais c'est vrai que là, je pense que je vais être un peu à bout de souffle en termes de course, parce que c'est vrai que quand le coach il a une grosse aura, qu'il a des résultats, etc., va être un peu aussi, les parents peuvent être un peu aveuglés par tout ça, tu vois. C'est le petit supplément, c'est-à-dire qu'au regard de l'enjeu, quand je dis ça, est-ce que tu dis si l'enfant ou l'athlète joue dans le haut niveau et qu'il révèle, il va perdre sa place aussi et son statut. Donc on n'est pas juste dans le conflit de loyauté avec les parents et les autres de l'autorité, il perd sa place et son statut. Ouais, je suis un peu... Ouais, en plus là, moi c'est un petit peu vite, parce que là je sais pas qui va pouvoir l'évoquer, là. Je suis un peu... C'est un peu embêtant là. Ouais, qu'est-ce que je... Ah oui, en France aussi. En France aussi, un ex-entraîneur de tennis, accusé de viol sur ses anciens élèves, condamné à 18 ans de prison. Ah, c'est exactement ce que tu décris. Ce qu'on connaît bien chez les AVS, hein, mais du coup là, le levier c'est le sport, c'est la position. Ce qu'ils décrivent dans l'article, ils disent qu'il y avait une forme de colonisation du couple parental. Il vient donner des services, etc. Ouais, ce qu'on connaît dans les mécanismes effectivement d'emprise. Où il crée un lien très fort avec la joueuse, là c'était des jeunes filles, et puis du coup il bloque complètement la pensée, et lui il va jusqu'à filmer pour qu'il ne puisse pas y avoir effectivement derrière de révélation, puisque du coup il la menace, je révèle à tes parents, etc. Finalement c'est toi qui as fauté, donc tu es responsable, etc. Mécanisme qu'on met, on voit bien qu'effectivement du coup c'est ce que tu dis, le sport il va donner un petit plus sur ce type de fonctionnement, et là je suis pas sûr que les défenseurs ils deviennent pas rouges au bout d'un moment. C'est un peu plus compliqué. Ok. D'accord, donc si on synthétise ce que tu m'as dit, pas mal d'abus, pas capable d'identifier les abus parce que les enfants sont en position plutôt de vulnérabilité, déjà ils sont beaucoup plus vulnérables de base. Le sport, souvent on commence petit, on commence, je reprends les recommandations, à partir de 4 ans on encourage à faire du sport, à 5 ans c'est quasiment du sport, je ne vais pas dire comme un adulte mais presque, c'est des gros taux horaires en tout cas de sport, donc du coup ils ne sont pas vulnérables, ils ne savent pas faire la différence, etc. Ils sont confiés à des personnes, et donc on délègue effectivement une autorité sur un pédigré qu'on ne connaît pas forcément, et effectivement qu'on ne connaît pas forcément. La peur peut être crue, effectivement, je repense un petit peu en même temps, c'est vrai, on fait souvent, ne mens pas, etc. C'est ça, et pourquoi tu dis ça, et c'est pas bien, etc. On a tendance à faire ça avec les enfants. La honte, la culpabilité de l'enfant, ils ne savent pas en parler, ils n'ont pas forcément les mots, ils peuvent avoir l'émotion mais pas le mot, donc ils peuvent le traduire physiquement, et on peut se tromper aussi en lisant tout ça, et on voit que la situation est potentiellement une situation à risque plus élevé. Tu vois, je me trompe, effectivement, il y a des valeurs du sport, mais elles sont toujours là, moi je maintiens qu'elles sont toujours là, mais tu as raison, effectivement, il ne faut pas être dans la mythologie. C'est-à-dire qu'il y a quand même une réalité, et c'est dans la réalité qu'on peut proposer en tout cas une aide, et éviter des choses un peu compliquées. Alors comme la confusion des langues, qu'on connaît bien aussi dans les violences sexuelles, mais qui de manière spécifique dans le sport va s'exercer avec une plus-value autour du déplacement, de la confiance, de la question de la loyauté, et puis de l'émulation, on est dans la compétitivité. Et donc du coup, si vous êtes l'élu du coach, qui lui-même a été médaillé, valorisé sur le plan social, et très riche, finalement vous pourrez y arriver. Sauf que le chemin peut être compliqué, et lorsque on vient demander reconnaissance, sécurité et valorisation, et qu'on reçoit ces étapes du grooming, finalement, dans cet environnement très très particulier et complexe, de l'abus, du harcèlement, de la violence, les conséquences sont encore plus délétères. Non, je rejoins complètement, finalement, oui, tu as raison. Ok. Donc on mettra en place une stratégie claire et cohérente pour pouvoir lutter de manière efficace. Avec un peu moins de confusion, et effectivement c'est tout l'intérêt effectivement de ce débat et de cette journée, de pouvoir un peu nous éclairer, travailler sur la prévention, pas rentrer dans les mythes. Finalement c'était moi qui étais dans le mythe, être bien ancré dans la réalité, parce que derrière on a des êtres sensibles et vulnérables, et c'est notre rôle aussi de pouvoir les accompagner à ce qu'ils puissent justement bénéficier des vraies valeurs du sport, et pas ces pseudo-valeurs qui en fait sont plutôt destructrices qu'autre chose. Merci. Merci, Thomas Zanera. Merci pour votre attention.